bienvenue à ce nouveau plateau de votre émission En Famille, vous le savez désormais. Émission consacrée aux questions de la famille et des couples. Aujourd'hui encore, nous parlerons de communication autour de la thématique, de la problématique, comment communiquer dans le couple. Vous savez que cette émission est en direct sur Lumière du Monde Télévision. Vous l'avez également en direct sur les réseaux sociaux via la page Facebook de votre télévision. Vos réactions à travers donc Facebook pourront naturellement alimenter le débat sur ce plateau. Vous pourrez également réagir par le canal du téléphone pour apporter votre contribution ou alors des questions sur ce débat. Je rappelle encore une fois que vous êtes en direct sur Lumière du Monde Télévision et vous faites bien d'ailleurs d'être des nôtres. Paul Félicia, shalom. Shalom Colbert. On va très bien? Ça va bien, par la grâce de Dieu. C'est dimanche, le culte, excellent. Comme d'habitude, dans la présence de Dieu, ça s'est très bien passé. C'est très bien passé. En tout cas, merci d'être là encore une fois. Je rappelle qu'avec toi, c'est bien la question avec les internautes. Voilà, on va interagir avec les internautes et on espère, comme tu l'as dit dans tes propos liminaires, qu'ils vont vraiment réagir pour que nous puissions alimenter le débat. D'accord, c'est bien dit. Alors, vous le savez, amis téléspectateurs, nous avons 3 consultants sur notre plateau. Je vais donc commencer, galanterie oblige, bien entendu. Je vais commencer avec Madame Thérèse Niaoré. Shalom, comment va? Shalom Colbert. Nous sommes encore très heureux de vous recevoir. Le plaisir est partagé. J'avoue que j'apprécie bien la tenue, elle est bien africaine. Oui, à la gloire de Jésus. Voilà. Je rappelle donc que vous êtes enseignante de formation, vous enseignez l'anglais, mais sur ce plateau, vous intervenez avec le manteau des conseillères conjugales et vous avez anciennement été la présidente nationale des femmes de l'Église AEC, l'Alliance des Églises évangéliques charismatiques internationales. Et c'est bien entendu une église évangélique. Merci encore une fois d'être des nôtres. La communication dans le couple, important? Bien sûr, très important. Je dirais même le socle du couple. Hein? Je disais le ciment. Le ciment. Oui, le ciment du couple. C'est bien dit. Oui. Docteur Boignon, c'est un réel plaisir de vous avoir, d'avoir une sommité de l'Église en Côte d'Ivoire sur ce plateau que vous êtes. Docteur Boignon, je rappelle que vous êtes président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Shalom et merci d'être là. Merci beaucoup. La semaine s'est bien passée? Oui, la semaine s'est bien passée. Mais elle a été particulièrement une semaine chargée pour moi. J'imagine avec vos responsabilités. Oui, mais le Seigneur permet de surmonter les Amen. obstacles. Et nous restons toujours. Et puis nous avons, par la magie des technologies, le monde est un village planétaire. Depuis donc Nantes, c'est en France, pasteur Michel Maréchal, qui est pasteur de l'Église des Assemblées de Dieu de Nantes en France. Shalom, pasteur. Shalom. Vous allez bien? Très bien. En tout cas, c'est un plaisir. Très heureux de vous retrouver tous. Oui, c'est bien cela. Et nos amis téléspectateurs sont également très heureux de vous retrouver. Nous parlons encore une fois de communication dans ce couple. Vous aurez donc votre mot à dire sur la question. Merci. Et puis, nous restons ensemble. Merci beaucoup. À tout de suite. Alors, le décor étant planté, nous allons donc lancer les dés. Je commence naturellement par le docteur Boignon. La semaine dernière, non, il y a 15 jours de cela, beaucoup de réactions sur la question « Faut-il tout dire ?» à son ou à sa conjointe, ça suscite vraiment beaucoup de réactions très mitigées. En tant qu'homme de Dieu, on va revenir un peu sur cette problématique pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Quelle est la bonne attitude? Il est tout à fait normal que les téléspectateurs réagissent par rapport à notre sujet, qui est un sujet délicat, un sujet important, un sujet incontournable dans la vie des couples. En effet, nous disons, est-ce qu'il faut tout dire ou ne pas tout dire à son conjoint? Il est tout à fait remarquable que le sujet n'est pas aussi facile que ça. Est-ce que nous parlons d'un tout, un tout englobant ou bien est-ce que nous parlons d'un tout relatif, un tout circonstanciel? Donc le sujet est très important. Alors nous comprenons bien l'interaction de nos internautes. Alors, sinon de nos téléspectateurs. Tout dire est important et il faut en parler parce que tout ici suscite la question de la confiance, de la confidentialité et aussi de la complicité. Cependant, il faut dire que Dieu, en créant la femme, il a mis la femme aux côtés de l'homme pour qu'elle soit une aide.
Et si on a une aide, on doit forcément et obligatoirement communiquer. Maintenant, la façon de communiquer, c'est de cela que nous parlons. Mais dans le terme de notre sujet, je dirais que, eh bien, tout dire, quelle est la bonne manière? La bonne manière englobe ou la bonne manière prend en compte la confiance. Si on n'a pas la confiance entre les conjoints, il est difficile de communiquer. On peut avoir une bonne communication, on peut ne pas avoir du tout de communication ou avoir une mauvaise communication. Donc la confiance, elle est importante. Mais aussi, on doit prendre le conjoint comme un confident. On doit prendre le conjoint comme un confident, donc quelqu'un avec qui on a une complicité. Absolument. Parce que dans la communication, on peut, si on ne veille pas, on peut mettre en péril la vie du couple. Or, la communication doit aider, nous avons dit tout à l'heure que c'est le socle. Donc, la communication doit aider les couples à vraiment s'attendre et à s'aimer et à faire de bonnes réalisations. Donc, être épanoui. C'est bien compris, Dr Boignon. Sur la même lancée, est-ce qu'il y aurait des repères bibliques qui enseignent aux chrétiens comment communiquer dans le couple? Est-ce qu'il y a des repères bibliques qui enseignent aux chrétiens? On ne peut pas dire de façon littérale que voilà ce que la Bible dit sur comment il faut communiquer. Mais il y a des orientations. Je disais tout à l'heure que Dieu a créé la femme comme une aide aux côtés de l'homme. Donc cela sous-entend qu'obligatoirement les deux doivent communiquer. Donc le fait d'avoir créé la femme et d'avoir permis que l'homme ait une épouse et que la femme ait un époux, cela veut dire que dans la pensée de Dieu, les deux doivent être un. Les deux doivent être unis. Les deux doivent échanger sur les valeurs qui constituent la vie du couple. Donc la communication, elle est obligatoire. Alors la Bible encourage les couples à communiquer. Nous avons dans le Nouveau Testament l'exemple de Zacharie, par exemple. Zacharie et sa femme, bien qu'il soit avancé en âge, il n'avait pas d'enfant. Donc il avait un problème, socialement parlant. Mais ils ont su surmonter leurs difficultés. Et le problème qu'ils avaient, le fait de ne pas avoir un enfant, ne leur a pas permis d'être divisés, mais d'être unis, de craindre Dieu et de mener bien le ministère qui leur a été confié. Donc, nous avons cet exemple, bien qu'il y ait d'autres exemples, de mauvais exemples. Je pourrais citer l'exemple de Ananias et Saphira dans les Actes des Apôtres. Ils se sont entendus, mais sans la crainte de Dieu, et cela leur a été préjudiciable. C'est bien compris, docteur Boignon. Maman Niaouré et Thérèse, je suis à vous à présent. Nous parlons donc de la communication dans le couple sur ce plateau. Est-ce que, justement, la communication dans le couple requiert de la manière? En d'autres termes, comment bien communiquer dans le couple? Effectivement, la communication, la bonne communication requiert de la manière. Parce que quand on parle de communication, on parle de mettre en commun, en communion. Ce sont les mêmes thèmes. Et quand on est dans une communication, il y a un émetteur de la communication, d'un message, et puis il y a un récepteur. Il faut donc que l'environnement soit adapté pour que la communication puisse bien se faire. Il faut aussi que le message soit adapté à la personne à qui on adresse le message. Vous ne pouvez pas parler dans les mêmes thèmes à un enfant qu'à une personne adulte. Vous savez, le Seigneur Jésus lui-même, il a dû devenir une personne pour pouvoir parler un langage humain pour que nous puissions le comprendre et qu'il puisse aussi vraiment revêtir notre humanité pour montrer qu'il est à notre niveau et qu'il nous comprend. Donc, la communication requiert que celui qui émet le message, il soit en phase avec celui qui reçoit. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir le même code. Sinon, si on n'a pas les mêmes thèmes, c'est comme si on bat de l'air, on ne fait rien. Comme l'apôtre Paul disait, je suis comme un airain qui résonne. Si on ne communique pas dans un but, la communication doit avoir un but. Et le but ici, il peut être multiple. Celui de donner de la connaissance à quelqu'un, celui de donner l'information, d'exprimer ses sentiments,
Donc, il faut que la personne qui reçoit soit dans un environnement adapté, soit dans des circonstances adaptées. Vous ne pouvez pas parler de quelque chose de très important dans le brouhaha comme ça. Donc, vraiment, cela requiert non seulement un environnement adapté, mais un message et un canal adapté pour que la personne qui reçoit puisse déchiffrer le message, puisse s'en approprier et puis vous faire le retour. Ce retour qu'on a fait le feedback. Et puis, non seulement il fait le feedback, mais la personne fait en sorte de reformuler le message pour vous montrer qu'elle a compris le message. C'est un véritable cours de communication que vous donnez au couple ce soir. Alors, vu la pluralité culturelle dans notre société aujourd'hui, peut-on définir un modèle de communication dans le couple? Généralement, nos couples viennent d'horizons très divers. Est-ce que, malgré nos influences culturelles, on peut aujourd'hui définir un modèle de communication, j'allais dire, garant de la stabilité dans le couple? La parole de Dieu dit dans Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu est intemporelle. Elle est universelle. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre fondement dans tous les aspects de notre vie doit être la parole de Dieu. Et au niveau de la communication ici, la parole de Dieu dit que nous sommes enfants de lumière et nous devons marcher dans la lumière. Et quand nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec Dieu parce que Dieu lui-même est lumière. Et nous sommes aussi mutuellement en communion entre nous quand nous marchons dans la lumière. Quand on marche dans la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être transparent, il faut être véridique, il faut être sincère. Dieu lui-même est véridique avec nous. Dieu lui-même est sincère avec nous. Dieu lui-même, il a une intention, une bonne intention envers nous, en nous communiquant. Quand Dieu communique avec nous, c'est la vie qu'il produit, c'est la vie qu'il nous communique. Nous aussi, nous devons être ainsi, transparents. Et non seulement la transparence, mais il faut avoir de la clairvoyance. C'est-à-dire, il faut dévancer, il faut anticiper sur les besoins de l'autre, sur les émotions de l'autre, sur les pensées de l'autre, pour pouvoir, pas pour la dominer, mais pour pouvoir l'aider à pouvoir s'assumer en tant que personne. Cela requiert certainement de connaître la psychologie de son conjoint. Non, ce n'est pas la psychologie, mais ça veut dire que avant de se marier, on a appris à se connaître. Et en commençant à vivre ensemble, on apprend à se connaître progressivement. Et se connaître, on s'adapte au fur et à mesure qu'on grandit dans la relation matrimoniale. On grandit ensemble. C'est ce que j'appelais à l'instant la psychologie du conjoint. Docteur Boignon, votre réaction sur la question? C'est vrai qu'il est quelquefois difficile d'échapper au contexte culturel, mais nous avons la culture par excellence. Ce sont les normes recommandées par le Seigneur. Dieu nous donne une orientation de savoir vivre. Donc, dans la communication, il faut comprendre qu'il est nécessaire d'avoir une communication constructive. Ce que ma soeur vient de dire, j'adhère à cela. Et je précise qu'il faut une communication constructive. Il ne faut pas communiquer pour se faire mal, mais il faut communiquer pour un épanouissement, pour un développement de la vie que nous avons tout le temps à la maison. Je donne un exemple. Si l'homme et la femme communiquent pour des choses qui ne sont pas pures, ça ne va pas aider la vie, ou bien le couple à bien évoluer et à être épanoui. Il y a quelquefois des couples qui sont là et qui prennent tout leur temps à critiquer les autres. Ça, ce n'est pas une bonne manière de communiquer. Parce que ça ne fait pas du bien, parce que vous salissez l'image des autres dans votre maison. Et quelquefois, ce sont des choses qui se font en présence des enfants. Mon épouse et moi, nous avons vécu un exemple. On était dans une ville, et dans cette ville, malheureusement, il y a quelqu'un qui fréquentait une famille que nous fréquentions à l'époque, nous aussi. Mais quand la personne passe dans cette famille,
elle ne fait que parler mal de l'autre couple. Le couple qui vient souvent dans cette maison. Et un jour, le couple qu'on visitait était mal à l'aise par rapport à la situation. Alors finalement, le couple a dit, mais cher ami, le monsieur, la femme dont vous parlez, ils viennent dans notre maison tout comme vous. Mais quand ils viennent ici, ils n'ont jamais dit un mot sur vous, votre famille, sur votre relation. Ils n'ont jamais parlé de vous. Alors nous sommes vraiment mal à l'aise que chaque fois que vous venez ici, vous parlez mal de ce couple. Vous voyez comment on peut mal meubler la communication et cela peut être un sujet de frustration. Donc, je dis oui, la communication, mais il faut communiquer de façon constructive. C'est bien entendu, Dr Boignon. Nous allons parler toujours de la communication sur ce plateau. Célébrer son conjoint, j'entends pas célébrer, dire des paroles encourageantes sur un sujet, sur un projet entamé par son ou sa conjointe. Est-ce que c'est une forme de communication qui encourage le rapprochement dans les couples? Oui, c'est bien, c'est tout à fait bien. Je crois que ma sœur est bien d'accord avec moi que célébrer son conjoint, parler bien de son conjoint est une bonne chose. Est une bonne chose qui consolide d'ailleurs la vie du couple. Mais ce que moi je veux tout simplement souligner, c'est que en célébrant son conjoint, il faut dire les choses qui sont vraies. Ok. Il ne faut pas inventer des choses parce que la personne va se sentir trahie. Parce que la personne va tout de suite découvrir que ce que vous dites, ce n'est pas donc il faut des paroles qui révèlent ce qui est. Il faut éviter la flatterie. La flatterie, justement. Il faut dire des choses qui sont vraies. La personne comprendra que j'ai fait telle chose et mon conjoint a apprécié cela. Mais si vous dites des choses qui ne sont pas vraies... Je prends un exemple. La sauce est très salée, mais on tu ne dit rien, on apprécie. Non. C'est la meilleure sauce. Non, on ne peut pas apprécier de façon exagérée. Voilà, mais on apprécie quand même. On apprécie quand même. Oui, non, il faut dire des choses vraies. Non, quand la sauce est salée, il faut le dire avec gentillesse. D'habitude, ta sauce est très bonne, mais cette fois-ci, là, le sel est passé un tout petit peu. Voilà. Donc, vous avez apprécié les sauces passées et vous avez fait remarquer que celle-ci, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, l'effet contraire, qu'est-ce que ça produit quand on est toujours dans la flatterie? Non, on ne devrait pas flatter. C'est ce qu'on est en train de dire. Il faut reconnaître les bonnes attitudes, même si elles sont toutes petites. Mais il faut reconnaître les bonnes attitudes de l'autre et puis l'en féliciter. Et ça bonifie la personne dans ce domaine-là. J'aime bien le thème, bonifie. Voilà. La personne fait des progrès dans ce domaine parce qu'elle se rend compte que c'est une bonne chose. Elle peut avoir fait cette action de manière pas trop, je veux dire, pas intentionnelle, de façon naturelle. Mais quand on a remarqué que c'est une bonne action, c'est une bonne attitude et qu'on l'en a félicité, la personne en est consciente désormais et vraiment fait des progrès à cet égard-là. Donc, il ne s'agit pas de flatter, mais il s'agit d'être attentif pour détecter les bons comportements, les bonnes attitudes et puis pouvoir l'exprimer. Il faut dire que la communication, ce n'est pas la parole seulement. Ce sont des odeurs aussi, ce sont des couleurs aussi, ce sont des sons. En tout cas, il y a beaucoup de variantes. Oui, c'est très bien dit. Ce sont des couleurs, des odeurs, des images. Votre conjoint est bien habillé avec une belle chemise d'une couleur qui vous plaît. Il faut le lui exprimer. Et puis, ça va l'aider à s'améliorer dans ce domaine-là. Dans le temps, j'ai vu de jeunes gens qui n'avaient l'air de rien. Les garçons, les hommes, la plupart du temps, lui, c'est pas lui là, moi je vais marier. Mais quelques temps après, on voit que ce monsieur, qu'on minimisait là, il est devenu un homme élégant parce que sa femme est derrière et elle apprécie. Derrière tout grand homme, voilà, il y a toujours une grande femme. Il y a une grande dame. Donc, elle apprécie. Et on voit la personne s'épanouir, devenir meilleure qu'elle ne paraissait auparavant. Je pense que c'est important. Tout cela, c'est la communication. C'est la communication. Nous allons prendre la vie. Je voudrais brièvement dire que le danger de la fratrie, ça peut susciter des soupçons. Parce que quand vous me flattez, je peux dire mais quelque chose ne va pas. Absolument. Voilà. Nous allons prendre l'avis de pasteur Maréchal Michel sur la question. Pasteur, j'aimerais vous entendre sur la question.
sur... Sur la question, complimenter. oui, justement. Bien, écoutez, si on regarde le Seigneur l'Éternel, il a un langage merveilleux, extraordinaire. Si on regarde le Seigneur Jésus, il a lui aussi un langage extraordinaire. Lorsque je lis dans le livre de l'Apocalypse les 7 lettres d'Aziz, les choses n'étaient pas aussi brillantes que ça. Et on remarque que le Seigneur, de son ciel de gloire, il félicite les églises. C'est-à-dire qu'il félicite les chrétiens et il voit les choses très positives dans les chrétiens. Et ensuite, il donne la communication, il exhorte les hommes et les femmes à mettre en pratique ce qu'il dit. Et je crois que le manque de compliments peut être destructeur. Pourquoi destructeur? Parce que je disais que le Seigneur, dans son langage, il est merveilleux, il est unique, et nous, je crois aussi qu'on doit avoir un langage d'amour. Et le langage d'amour est un langage constructeur. Merci, merci bien, Pasteur Maréchal. Restez toujours avec nous parce que nous aurons l'occasion de vous revenir tout à l'heure. Le temps pour nous d'avoir Paul Félicia du haut de son perchoir nous dire ce qui se passe sur la toile. Exactement. Je tiens d'abord à passer le re-shalom à tous nos amis internautes qui nous suivent. Shalom à Nadia Aswan qui dit comme ça, shalom à vous LMTV depuis l'Angleterre. Soyez tous bénis parce que votre chaîne nous fait du bien. Donc shalom à toi Nadia Aswan. Et ensuite, Clotilde Dadier qui dit bonsoir à toute l'équipe de LMTV. Concernant le fait de dire la vérité dans la communication, il y a des personnes qui se prononcent et je pense que l'avis des internautes est tranché. Et reste Zietra, j'espère que je ne suis pas en train d'écorcher ton nom, désolé. Et reste Zietra qui dit c'est clair, la confiance dans la communication, c'est primordial. Il y a aussi, il faut que je retrouve encore rapidement ce commentaire-là de Mansour Mbalo qui dit que la communication est très importante et la vérité, elle est toujours. Donc, c'est très, très, très important de le dire. J'oubliais encore Yves Gay. Il dit, ça c'est vrai, il faut éviter la flatterie, mais dire les choses avec gentillesse et reconnaître les bonnes attitudes de l'autre. Ah ouais, voilà. C'est bien dit, hein? Il faut éviter la flatterie et reconnaître les bonnes habitudes de l'autre. Ça veut dire que quand il n'y a pas de bonnes habitudes, qu'est-ce qu'on doit dire pour ne pas frustrer? Non, on ne peut pas ne pas avoir de bonnes habitudes. C'est de mettre, ce que nous sommes en train de dire, c'est de mettre l'accent sur les bonnes habitudes parce que l'homme a toujours des points forts et des points faibles. Oui, je parle des points faibles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas choquer peut-être le conjoint dans la remarque qu'on fait? Il faut le dire avec amour. Il faut le dire avec amour. Et quand un conjoint nous fait un reproche avec amour, il ne faut pas rejeter cela. Il faut comprendre et il faut s'améliorer. Il faut avoir une bonne écoute dans la relation, dans la communication. C'est en cela qu'on peut construire durablement notre vie de couple. Absolument. Parce que quand le conjoint nous dit, ça peut être la femme ou l'homme, si il ou elle nous dit que ça, ce n'est pas bon, il faut améliorer, il faut faire cela. Il ne faut pas le faire sous un ton de menace, de gronder ou de rejet. Mais il faut le dire avec amour, il faut le dire avec douceur parce que tu veux voir ton conjoint s'améliorer pour le bien-être du couple. Amis téléspectateurs, vous vous en rendez compte, nous parlons bien entendu de la communication dans le couple depuis, je vais dire, 2 ou 3 plateaux. Cela dénote bien entendu de l'importance de ce thème dans la vie de nos couples. Maman Niaouré, vous réagissez à la suite de docteur? En 2 phrases. En 2 phrases, je disais que tout à l'heure, on a dit que la flatterie, ce n'était pas la bonne manière de faire et que effectivement, c'est bon. Moi, j'avais abordé plutôt les faiblesses du conjoint. Les faiblesses comment du conjoint. Comment il faut les révéler? Il faut savoir que chacun de nous a ses faiblesses. Donc, il ne faut pas accuser l'autre comme ça en appuyant sur ses faiblesses. Mais on peut faire des suggestions pour aider l'autre à pouvoir s'améliorer. Et en faisant les remarques, il faut dire, faut pas dire ceci, mais je pense que mon attitude
mon attitude peut-être ne t'a pas fait du bien, faut pas indexer l'autre, mais il faut plutôt se voir dans l'incapacité de bien comprendre l'attitude de l'autre, de manière à ce que lui-même, il ajuste son attitude. Voilà, donc il ne faut pas l'accuser, mais il faut lui montrer que tu ne comprends pas bien son attitude et ça va l'aider aussi à ajuster cette attitude-là. Parlons toujours des faiblesses. Je veux dire que le pont est trouvé. Colossiens 3, verset 13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres et si l'un n'a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Fort donc de ce verset, la place du pardon dans la communication, docteur. Le pardon est constructeur. Le pardon restaure. Le pardon valorise. Mais si la Bible nous donne de telles paroles, c'est pour dire que nous ne sommes pas tous parfaits. Et personne ne peut être parfait. À moins que nous ne soyons orgueilleux pour cacher, mépriser ou bien ne pas voir nos propres faiblesses. Jésus l'a d'ailleurs dit. Vous voyez la paille dans l'œil de l'autre et vous ne voyez pas la poutre qui est dans votre œil. Donc, nous sommes tous faibles et si nous voulons nous améliorer, il faut nous pardonner réciproquement. Il faut nous supporter réciproquement pour pouvoir nous aider à nous améliorer dans le but de la consolidation de la vie conjugale. Madame Thérèse Niaouré, la place du pardon, une forme de la communication dans le couple? Oui, le pardon est une forme de communication dans le couple. Mais je veux dire que si on parle de pardon, ça veut dire qu'il y a eu offense quelque part. Et l'offense qui n'est pas réglée produit de mauvais sentiments. La haine, la colère, la méfiance et toutes sortes de mauvaises choses. Même quand on a la haine dans notre cœur, on n'est plus dans la volonté de Dieu. Parce que la haine, c'est comme on peut vouloir la mort de quelqu'un, c'est la haine qui produit cela. Et la parole de Dieu dit que celui qui est son frère, il demeure dans la mort. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas demeurer dans la mort, parce que notre Dieu est le Dieu vivant. Nous aussi, nous devons être vivants. Donc, pratiquer le pardon, c'est obéir à Dieu. Jésus a dit de pardonner 77 fois, 7 fois, dans la même journée. Ça veut dire que nous devons pratiquer le pardon. Le pardon nous aide à évacuer nos frustrations. Le pardon nous aide, nous qui avons offensé, à reconnaître nos fautes. C'est important de reconnaître ses fautes. Et ne pas dire non, ça ne fait rien, non. Quand tu dis ça ne fait rien, l'autre reste dans cette frustration-là. Mais quand on rentre en soi-même et qu'on s'humilie et on reconnaît nos fautes et on demande humblement pardon, cela guérit aussi l'autre personne. Non seulement ça guérit l'autre, mais ça te guérit aussi, toi qui avais offensé. Donc, le pardon est très important dans le couple. Et ça consolide aussi la communication? Oui, ça consolide la communication, en effet. Là où il n'y a pas de pardon, il y a un effet destructeur. Comme je le disais tantôt, le pardon permet de nous restaurer nous-mêmes et de restaurer celui qu'on pardonne. Ça valorise. Nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, eh bien, parce que Dieu nous a pardonné. L'image de Jésus avec les disciples est une image frappante. Nous savons ce qui s'est passé à la veille de sa crucifixion. Pierre a renié le Seigneur, les autres l'ont abandonné par peur, mais quand Jésus est ressuscité, il a cherché les disciples. Il les a mis en confiance. Et c'est à ces mêmes disciples qui dit « Allez par tout le monde pour annoncer l'évangile ». Les disciples diraient « Eh bien, nous ne sommes pas dignes parce que nous avons failli ». Mais ils ont compris que le Seigneur leur a fait confiance. Et à partir de cela, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ne pouvaient plus reculer devant n'importe quel danger. Donc, le pardon valorise. Valorise. Alors, je rappelle à nos amis téléspectateurs que le téléphone est ouvert. Le plus 225 09 39 39. Plus 225 09 309 309, autant pour moi. Plus 225 09 309 309. Pour participer à cette émission, vos réactions pourront naturellement alimenter le débat sur ce plateau. Je vais rester avec nos consultants sur ce plateau. Faut-il souvent, Maman Niaouré, rappeler
les souvenirs dans le passé, rappeler les beaux moments qu'on a vécus ensemble. Ça participe du rapprochement, de la communication dans le foyer. Colbert, excuse-moi, avant que Maman Yaoré ne puisse répondre à cette question très rapidement, j'aimerais revenir sur la question du pardon. Je vois ici les internautes qui réagissent et qui disent comme ça que le pardon libère et que Dieu est amour. Il nous pardonne toujours, nous devons aussi pardonner. Ça, c'était le commentaire de Huguette Tati. Et Mansour Mbalo qui dit comme ça, il faut savoir pardonner parce que personne n'est parfait. Nous tous, on a des faiblesses et nous faisons des erreurs. Donc, le pardon est très, très important. Très important. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que le téléphone reste ouvert, plus 225 09 309 309 pour participer, bien entendu, à ce débat. Et je le disais tantôt, vos différentes réactions pourront naturellement alimenter notre débat sur ce plateau. Maman Yaoré, j'étais donc avec vous et je parlais donc des souvenirs importants pour rapprocher le couple dans la communication. Faut-il souvent revenir sur des souvenirs? Les souvenirs sont importants, très importants, parce qu'ils font partie de nos expériences passées. Et ces expériences ont déjà eu leur effet sur nos vies, ont déjà apporté leur capacité de transformation sur nos vies. Mais je voudrais dire qu'il ne faut pas toujours regarder en arrière. Parce que dans Philippiens 3, verset 13, l'apôtre Paul dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Un couple doit avoir un but. Si vous n'avez pas de but, là, vous allez toujours regarder en arrière. Or, ce qui est passé, là, on ne peut pas transformer, c'est déjà passé. Mais quand vous avez un but et que vous vous focalisez ensemble sur ce but pour l'atteindre, alors, en cherchant à atteindre ce but-là, vous avez besoin de communiquer. Tout à l'heure, le papa a dit, la femme est l'aide de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est en train de travailler, Dieu lui a donné une mission. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'une aide. Maintenant, si on est en train de travailler ensemble, on a besoin de communiquer. Et le travail doit se porter vers l'avant, vers les objectifs. Un couple, en se mariant, on doit avoir un projet de vie. On doit avoir un but ensemble. Le but peut être un but à moyen terme, à court terme et à long terme. Et quand on est en train d'y travailler ensemble, on ne peut que communiquer. Et bien communiquer. On va prendre rapidement Adèle, tu nous appelles du Togo. Bonsoir Adèle. Oui, bonsoir mon frère. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Ok, nous vous écoutons. Oui, ma question est celle-ci. Si dans un couple, il y a plus de communication, l'homme ne veut même plus discuter avec. Je voulais poser une question. D'accord, vas-y. Comment faire pour ramener, disons, dans un couple, s'il n'y a plus de communication, comment réparer et que la communication règne maintenant dans un foyer? Ok, d'accord. Comment ramener donc la communication dans un couple qui vit une crise de communication en interne? C'est bien compris, Adèle. Alors, Maman Yaoré, vous êtes la spécialiste de la question. Vous êtes conseillère conjugale. Comment justement venir à bout de cette situation quand il y a une crise de communication dans le couple? Je vous ai donné une réponse peut-être qui va faire sourire quelqu'un. Je voudrais dire qu'il ne faut pas forcer. Il faut d'abord détecter qu'est-ce qui a fait le blocage de la communication. Mais prendre cette distance après. Je suggère par exemple qu'une femme qui est dans un couple où la communication est rompue, il faut prendre du recul. Changer de vêtements, changer de coiffure, prendre soin de soi. Et puis, en même temps qu'on est en train de faire ainsi, prier le Seigneur. Changer d'attitude pour être gai, pour être jovial. Si votre visage est toujours renfrogné, si vous êtes toujours en colère, si vous êtes toujours en train d'accuser, la situation ne va pas s'améliorer, la communication ne va pas s'ouvrir à nouveau. Donc, il faut prendre cette distance, détecter le problème, et pendant qu'on prie pour ce problème-là, soi-même travailler sur soi. Il faut travailler sur soi. Change ton image. Si tu t'habillais toujours en pagne,
faut voir comment tu vas t'habiller. Donc la stratégie vestimentaire peut oui, il faut changer naturellement. Voilà. Alors, généralement, hein, moi j'ai entendu certains témoignages, une fois qu'on entre dans le foyer, on oublie qu'on était jeune fille, donc il y a des habitudes qu'on oublie certainement, le vestimentaire, l'entretien des cheveux, etc. C'est dommage. C'est important dans le couple. Bien, c'est très important. Parce ce sont des formes de communication aussi, hein, pour ramener l'homme à la maison. Comme je disais, la communication, ce sont les images, ce sont les couleurs, ce sont les odeurs. Vous sentiez très bon quand le monsieur vous a vu. Maintenant, vous êtes dans le couple, vous sentez la cuisine, vous sentez les odeurs de la nourriture à tout moment. Ça, c'est pas bon. Il faut se refaire. Il faut prendre soin de soi. Il faut toujours être belle à la maison. Oui. Et il faut prendre soin de soi. Oui. D'accord. Voilà, je pense que j'ai une question ici. Dans ce sens, vas-y. Pas forcément dans ce sens, mais en tout cas, une préoccupation qu'une internaute veut poser. Elle s'appelle Thérèse Atiobé. Elle dit, du moment où l'autre ne veut pas reconnaître ses fautes et s'humilier, dans ce cas, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait quand le conjoint en face ne veut pas reconnaître ses faiblesses, ses fautes? Docteur Boignon. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu quand même. Hein. Le fait d'interrompre la communication et dire que l'autre ne veut pas reconnaître ses erreurs. Nous essayons de proposer des pistes de solutions. Par exemple, si vous reprochez à votre conjoint tout le temps, vous lui faites des reproches, il va juger que vous ne cherchez pas à le comprendre, par exemple. Donc, il faut avoir les bonnes manières d'approcher votre conjoint parce que s'il se sent toujours acculé, il peut se renfermer et il peut ne plus vouloir communiquer. Okay? Donc, comment faire? Notre sœur vient de donner une piste, par exemple, si vous avez de mauvais comportements, si vous vous négligez, ce sont des choses qui peuvent bloquer la communication. La relation profonde et intime. Ok, docteur, gardez le fil de votre idée, je vous en prie, ne la perdez pas. Je vais échanger avec Pacom Kalou, qui nous appelle de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Bon, d'abord, que le Seigneur vous bénisse. Amen, merci. Vous également. Pour le sujet qui est issu de l'entendement. Et vraiment, j'aimerais bénir le nom, j'aimerais bénir aussi notre maman qui a fait une intervention détaillée concernant le comportement de la femme pour pouvoir remettre, pouvoir donner vie à la consultation dans un couple. Voilà. D'accord. Allez-y, monsieur Kalou. Allô? Oui, allez-y. Donc, j'aimerais lui dire aussi que j'aimerais poser une question. Que, franchement, ce qu'elle vient de dire, si la femme n'arrive pas à appliquer cela et elle se pose des questions que non, c'est pas, que quand on lui fait les reproches du genre, pourquoi tu ne peux pas changer ta tenue vestimentaire ou autre. Mais néanmoins, elle se met tous des arguments et on est dedans, ça fait que les choses ne peuvent pas aller de l'avant. Donc j'aimerais que le moment intervienne là-dessus. D'accord, c'est bien compris, Kalou. Et puis il reste avec nous. Alors, docteur, avant d'aborder la question de notre frère Kalou, vous étiez en train de... j'étais en train de dire qu'il y a beaucoup de paramètres dans l'interruption de communication. Mais je pense que s'il s'agit de la femme ou bien s'il s'agit de l'homme, interrompre la communication n'est pas la bonne chose. Si vous vous sentez offensé, il faut trouver l'occasion favorable, propice, pour dire ce qui vous a choqué, ce qui vous a attristé. Okay? Mais quand on ne sait pas qu'est-ce qui vous a attristé et que vous ne voulez plus parler du tout, vous ne donnez pas de pistes de solution. Et puisqu'on veut vivre de façon durable dans le foyer, il ne faut pas permettre que le problème soit un problème qui amène la séparation. Parce que si on a cette attitude, on peut aller au divorce. Hein. Donc, pour éviter toutes ces choses, si vous vous sentez frustré, au lieu de ne plus parler, soit la femme ou bien soit l'homme, il faut quand même s'ouvrir. Il faut trouver la bonne occasion pour parler. Maintenant, si vous parlez, nous voulons encourager ici les conjoints à avoir la bonne disposition pour écouter
l'autre exprimer ses frustrations. Il ne faut pas toujours dire que tu dis ceci, tu dis cela parce que tu ne veux pas me comprendre. Il faut essayer de comprendre son conjoint. Le problème de déceler la frustration de l'autre n'est pas facile. Nous avons eu dans la Bible, par exemple, des exemples comme cela. Nous avons dans le couple Elkana et Samuel, la femme Anne, elle avait un problème. Elle n'avait pas d'enfant. Son mari faisait tout pour mettre cette femme à l'aise, au point de dire, est-ce que je ne veux pas pour toi 10 fils? Tu vois, lui, il faisait l'effort pour rendre heureuse la femme. Elle était aussi la résilience. Voilà, mais elle, son problème, elle ne pouvait pas supporter le fait de ne pas avoir un enfant. Donc, ce qu'elle voudrait peut-être, c'est que l'homme comprenne qu'elle est en train de souffrir, qu'il fait des efforts, il lui donne des cadeaux, il fait ceci, il fait cela, mais il ne peut pas remplacer l'enfant. Et c'est difficile de percevoir, de comprendre. D'accord. Maman Niaouré, sur la question tout à l'heure de notre ami qui nous appelait, il a souhaité que vous réagissiez sur le comportement vestimentaire de la femme dans le foyer. Et puis tout à l'heure, nous allons prendre Pasteur Marshall, toujours sur la même question. Oui, je disais que c'est important le comportement vestimentaire parce que nos vêtements reflètent notre attitude intérieure. Reflètent, quand vous êtes joyeux, vous êtes heureux, vous vous habillez de manière gaie et vous-même vous êtes content d'être bien habillé. Mais quand vous vous sentez malheureux, même si vous portez de bons habits, même votre visage, tout cela, ça reflète la tristesse et tout ça. Donc, il faut que la personne qui est dans le couple, la femme... Parce que lui, il a dit que malgré les remarques qu'il fait, sa femme ne s'améliore pas, elle reste toujours enjambée dans les haillons à la maison. Et ça bloque la communication. Mais il faut savoir faire les remarques. C'est cela, justement. Il faut savoir faire les remarques. C'est-à-dire que dans la communication... Quel est le langage, le lexique qu'il devait tenir pour justement amener sa femme à changer de position? Et nous allons prendre tout de suite Pasteur Maréchal. C'est-à-dire que dans la communication, il ne faut pas attaquer l'autre. D'accord. Il faut, en communiquant, respecter l'autre. Voilà, lui montrer de la considération. D'accord. Et lui montrer que ce que vous êtes en train de dire, c'est pour son bien. D'accord. Voilà. Sylvestre Nda, tout à l'heure, nous allons prendre le pasteur Maréchal. Nda, il nous appelle du Gabon. Bonsoir. Bonsoir, cher frère. Monsieur. Nous vous écoutons. Bonsoir, le pasteur. En fait, j'ai une question à vous poser. Allez-y. Allô? Allez-y, monsieur. Oui, en fait, j'ai un souci j'ai eu une coupure avec ma fiancée. Donc, on a fait pratiquement 9 mois de séparation. Donc, maintenant, en ce moment, nous sommes en train de vouloir se rétablir et puis vouloir faire un mariage. Donc, je voulais essayer de m'aider. En fait, si réellement, s'il est venu vraiment pour le mariage, ou bien je ne sais pas. Donc, ou bien qu'elle est venue pour me pardonner, pour qu'on puisse vivre jusqu'à la fin que Dieu nous pourra nous séparer. Donc c'est un peu ça que je... D'accord, je vous en prie, reprenez encore votre préoccupation, s'il vous plaît. Soyez bref et puis allez à l'essentiel. Oui. Oui, je disais, j'ai fait une séparation avec ma petite amie. Nous sommes fiancés depuis plus de 14 ans de vie. Donc, après, il y a eu un souci entre elle et moi. On a fait 9 mois de séparation. D'accord. Voilà, maintenant, nous sommes encore réconciliés. Donc, je me dis, est-ce que s'il est venu pour le mariage et puis pour qu'on se dise jusqu'à la fin? C'est bien compris. Merci. Alors, 14 années de fiançailles, 9 mois de séparation. La fiancée revient à la maison et l'homme se demande si elle est venue pour le mariage ou pour autre chose. Alors, voici donc la problématique exposée par notre frère du Gabon, Maman Niaouré. Je voudrais dire merci au frère pour son intervention et pour sa franchise. Je voudrais dire que le mariage est un projet très important. Et avec lequel il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas aussi s'amuser avec les sentiments des uns et des autres. Et
à mon avis, 14 ans de vie sans être de fiançailles, de vie sans être marié, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas le thème, hein, mais 14 ans, c'est vraiment beaucoup. Hein. 14 ans, c'est trop, sans être marié. Et puis, c'est maintenant, moi, je les considère mariés, parce que devant Dieu, là, le mariage est déjà consommé. Peut-être il faut le légaliser pour que, administrativement, on sache que vous êtes mariés. Je ne comprends pas. Mais, 14 ans de mariage, le nombre d'années devant Dieu, c'est déjà le mariage consommé? C'est ce que vous voulez dire? Mais quand vous avez déjà pris la dame chez vous et puis vous avez vécu 14 ans ensemble, je pense qu'il ne reste rien derrière. Voilà. Donc, il faut légaliser le mariage rapidement. C'est le premier conseil que je veux donner aux frères. C'est très important d'avoir un projet de vie en commun. Et il faut connaître, et maintenant, 14 ans, je pense qu'il a eu le temps de connaître la sœur. Et la sœur aussi a eu le temps de le connaître. Donc maintenant, je pense qu'il ne faut plus hésiter. Il faut se marier. Il faut se marier. Et puis, parce que quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu 14 ans, je me demande si quelqu'un d'autre serait content de pouvoir prendre une telle personne comme une nouvelle fiancée. Donc, je pense que c'est par amour qu'ils ont vécu ainsi pendant les 14 ans. Et les 9 mois de séparation, ça a été certainement un moment de réflexion. Et s'ils sont revenus ensemble, je pense que c'est le moment. Alors, il se demande, est-ce qu'elle est venue pour le mariage ou pas? Est-ce que lui-même, il est venu pour le mariage? D'accord. Voilà. Il faut que lui-même, il se décide. Parce qu'à ne pas se décider pendant 14 ans, je pense que c'est un peu trop. Et le temps passe. Le temps qui passe ne revient pas. Donc, l'indécision donc, dans le couple, nous allons en parler tout à l'heure. Voilà. C'est un volet important. Avant d'avoir Dr Boignon, rapidement. Exactement, rapidement, très rapidement. Il y a une personne qui a posé une problématique qui est tout autre, la problématique des réseaux sociaux. Elle dit qu'être scotché au téléphone, j'y arrive, est aussi un problème. Il faudrait accueillir son conjoint. Voilà, et ne pas être toujours scotché au téléphone. Et puis, je veux revenir rapidement sur une question qui avait été posée, mais il y a Thérèse Atiobé, ça a été posé par Thérèse Atiobé, mais apparemment, elle n'a pas entendu la réponse. Donc, c'était pour revenir sur la question. Du moment où l'autre ne veut pas reconnaître ses fautes et s'humilier, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que le docteur a répondu. On va revenir sur la question tout à l'heure. On va prendre Pasteur Maréchal et puis après revenir à docteur Boignon. Pasteur Maréchal, nous parlions tout à l'heure de la communication vestimentaire de la femme. Un fait important dans le foyer? Oui, je crois qu'il y a un changement sociétal très important ces dernières années. Il y a maintenant l'épouse qui se rend dans sa vie professionnelle, où bien des personnes, des jeunes femmes ont beaucoup de diplômes, ont une indépendance financière, et puis il faut aussi valoriser l'épouse qui, elle, n'a pas une vie professionnelle, mais qui reste à la maison, à son foyer. Et je crois que rester à son foyer, il faut valoriser son épouse. Il faut valoriser cette femme parce qu'elle met au monde les enfants, elle les élève, elle souffre intérieurement et donc elle fait un travail très positif. Et donc aussi, lorsque l'homme ou la femme va sur son lieu de travail, il y a beaucoup ou des risques de tentation. Parce qu'on découvre et on peut découvrir chez la personne, que ce soit masculine ou féminin, en se disant il y a des capacités. Mais c'est là où justement quand l'époux rentre, il faut qu'il découvre en sa femme, qu'il la valorise dans tout ce qu'elle fait dans son travail, quelle est sa tenue vestimentaire comme ça a été développé dans cette émission. Et je crois que tout ça, c'est important parce que c'est là où on voit l'infidélité, c'est là où on voit que la femme n'est pas valorisée dans tout ce qu'elle fait. Mais pour moi, personnellement, une femme à l'intérieur de son foyer, c'est une reine. C'est bien dit. Une reine à l'intérieur de son foyer. Et je pense bien que les mamans qui nous suivent, qui sont à la maison, soyez salués. Donc, reine que vous êtes dans vos différents foyers. Ouais. Docteur Boignon, nous parlions justement avec vous, c'était bien entendu
Vous me mettez sur la ligne? On était en train de parler de ne pas communiquer. Voilà, ne pas communiquer. Mais je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. En tout cas, ce que le collègue pasteur vient de dire est très important. Il y a des femmes qui vont au travail tout le temps, aussi bien que des hommes. Mais le fait d'aller au travail, elles se mettent dans une allure de propreté, de se présenter bien au service. Et quand on côtoie souvent ces femmes, on pense que notre femme ne fait pas comme les femmes avec lesquelles nous travaillons. Et quelquefois, si on n'est pas vraiment concentré sur la vie chrétienne, on peut la mépriser. Mais comme ça a été dit, être à la maison ne dévalorise pas. C'est un travail qui se fait aussi. Très noble d'ailleurs. Donc il faut l'encourager, il faut encourager tout le monde. Maintenant, il y a l'ami qui a dit qu'ils sont mariés fiancés depuis 14 ans. Justement. Ils sont séparés. Aujourd'hui, ils sont à leur 9e mois de fiançailles. Fiançailles 14 ans de fiançailles, 9 mois de séparation. Et voilà, maintenant ils sont ensemble. Comment savoir qu'elle est venue pour faire du sérieux? Voilà, mais nous, au niveau de l'Église, nous définissons les fiançailles comme un temps qu'on se donne pour prier, chercher la volonté de Dieu, être convaincu qu'on aime celui que nous avons choisi, celui ou celle avec qui nous voulons être. Et ça, il faut un temps relatif. Vous ne pouvez pas aller jusqu'à 14 ans. Je pense que notre ami veut nous parler de concubinage. Concubinage concubinage conjugal. C'est ça. Alors, mais le problème qu'il expose révèle l'état de spiritualité. Et ça, on devait se sentir gêné. Si nous sommes de bons chrétiens, si nous sommes de vrais chrétiens, ces choses-là ne devaient pas arriver. Vivre avec un homme, vivre avec une femme 14 ans et prétendre qu'on est fiancé, on se sépare et on reprend. Je pense que le fond est un fond de spiritualité. Et je voudrais que notre ami reconsidère le problème de conversion, de comment on se comporte vis-à-vis d'une femme qu'on aime, la femme aussi, comment on se comporte vis-à-vis d'un homme qu'on aime, et puis légaliser leur situation. On va revenir à la question de Mme Atoungbe, c'est bien cela? Atiogbe, Thérèse Atiogbe. C'est pour revenir rapidement là-dessus, parce que je pense que le pasteur avait répondu à cette question. Elle dit du moment où l'autre ne veut pas reconnaître ses fautes et s'humilier, dans ce cas, qu'est-ce que l'autre fait? D'accord, c'est une préoccupation qui revient chaque fois. Quand le conjoint en face ne peut pas reconnaître, peut-être par orgueil, ses insuffisances, ses fautes, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, je pense que la sœur qui vit la situation, elle doit plus ou moins savoir pourquoi le monsieur ne veut pas communiquer. Bon, nous supposons qu'il y a eu un problème et à partir de ce problème, le monsieur s'est renfermé, il ne veut plus communiquer. Je pense que notre sœur a dit tout à l'heure que s'il s'agissait du comportement de la dame, elle doit changer de comportement. Nous avons ensuite dit que rester dans la position de non-communication n'est pas une bonne position. Ça ne favorise pas l'épanouissement de la vie conjugale. Donc, nous voulons encourager, si notre ami, notre frère, s'il nous écoutait, nous voulons lui dire de surmonter l'obstacle et la difficulté, parce que ne pas communiquer avec celle que nous appelons notre épouse met beaucoup de choses en péril. Donc, il faut pardonner. Si nous nous sentons offensés, il faut pardonner, il faut appeler sa conjointe. Et avant la tombée de la nuit, il faut pardonner, parce que la Bible dit de ne pas dormir avec avant la tombée de la nuit, il faut pardonner. Mais il faut lui dire ce qui ne t'a pas plu. Souvent, nous les hommes, nous ne sommes pas assez courageux pour ça. Il faut l'admettre. Nous ne sommes pas assez courageux pour ça. Oui, nous ne sommes pas assez courageux pour ça. Mais il faut l'admettre. Il faut dire... C'est un orgueil naturel? Ça peut être un orgueil naturel. Mais c'est quelque chose qui n'est pas appréciable. Mais on trouve ce comportement souvent chez les hommes. Mais ce qu'il faut, il faut trouver un temps, le meilleur des temps, se donner le meilleur des temps
et puis dire ce qu'on n'a pas aimé. Et je pense que ça peut aider... Avec la manière aussi. Ça peut aider notre conjointe à comprendre qu'il y a eu un temps qu'elle a mal exprimé ses sentiments et que, bon, prochainement, elle fera attention. Donc, il faut communiquer. Le pont est lancé, j'allais dire, par la grâce de Dieu. Je vais donc saisir le bon pour poser la question qui suit. Sur quoi devrait donc se baser la communication avant les fiançailles? Maman Yaoré. Pendant les fiançailles ou bien Non, avant les fiançailles. Pendant les fiançailles, autant pour moi. Pendant les fiançailles. Je disais que le mariage est un projet très important. On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas... Je vais vous interrompre, toutes mes excuses. On a une réaction vraiment importante. La fiancée de celui qui a appelé tout à l'heure veut réagir. Elle s'appelle Priska et c'est du Gabon. Priska, bonsoir. Vous allez bien? Oui, oui, ça va. J'ai hâte de vous écouter. Allez-y. Oui, moi je disais, je suis le fiancé de Sylvestre Mba depuis le Gabon. D'accord. Je voulais bien expliquer. Lui et moi, on a fait 14 ans. Il a fait des fiançailles, mais on s'est séparés. On a fait 9 mois de séparation. On s'est séparés parce qu'il me trompait. Il était tout le temps dehors, jamais à la maison. Et on s'est séparés. Maintenant, on est reparti voir le pasteur. Le pasteur nous a conseillé, on a repris. Donc, nous sommes en train de préparer le mariage. Et moi, je me dis que est-ce qu'il a changé en fait? Est-ce que c'est plus tout le même homme que j'ai connu avant? Donc, j'ai un peu peur de m'engager dans le mariage en fait. D'accord. Ne quittez pas. Ne décrochez pas. Maman Niaoré, réaction à chaud rapidement. Ne décrochez pas. Allez-y. Bon, je voudrais dire que chacun... Parce que quand on se marie sur la base de la confiance, on se marie sur la base de la confiance. L'amour, d'accord, mais la confiance aussi. Parce que on ne peut pas se jeter dans les bras de quelqu'un tout simplement parce qu'on l'aime et puis après on va se rendre compte que c'est quelqu'un qui nous trompe à tout moment. Donc l'amour effectivement, mais aussi la confiance. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il est bon de peut-être s'arrêter pour que chacun puisse régler sa relation avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous restaure, c'est le Seigneur qui nous transforme. En tant qu'enfants de Dieu, si nous revenons vers le Seigneur pour pouvoir nous attacher à lui, il nous renouvelle. Et nous pouvons repartir sur de bonnes bases. Tout à l'heure, nous parlions du pardon. Si le pardon a été donné de manière sincère, si le pardon aussi a été demandé par le frère de manière sincère, je pense que les deux cœurs doivent être guéris. Et quand on est guéri, on peut repartir à zéro. Et ce que je suggère ici, c'est de ne plus refaire la même erreur, aller habiter ensemble pour dire qu'on est fiancés. Il faut rester chacun chez lui. Et puis, pendant ce temps, continuer à parler ensemble. Pendant ce temps, préparer le mariage si ça doit se faire. Et parler pour que chacun puisse être vraiment en relation avec son Dieu d'abord. Parce que quand nous sommes fondés sur le Seigneur, nous pouvons aussi faire confiance à l'autre et de manière durable. Donc, c'est ce que je leur conseille. Docteur Boignon, quel conseil, justement, en tant qu'homme de Dieu, donner à ce couple, à ce Priska qui vient donc, nous comprenons bien la situation de notre sœur, mais le mariage suppose la confiance réciproque. Alors, des choses se sont passées. J'espère que maintenant, elle a le témoignage qu'elle est convaincue que son homme a changé et que son homme se comporte comme un véritable chrétien. Parce que si elle n'a pas confiance en lui, le mariage est déjà voué à l'échec. Parce qu'à tout moment, elle va soupçonner. Quand elle va voir le monsieur avec un frère, avec une sœur du moins, elle va supposer beaucoup de choses. Et elle-même, elle va souffrir continuellement. Or, le mariage, c'est un mariage à vie. Donc, moi, je propose qu'elle ait la conviction que son homme a changé, qu'il y a eu une réelle conversion, que le pardon qu'il demande est un pardon sincère. Docteur, nous avons Séverin en ligne, mais en un mot, quel mot un pasteur pourrait dire justement à ce couple, en un mot? En un mot, il faut pardonner, il faut comprendre que la personne a changé et il faut s'engager durablement. Mais si on n'a pas confiance, ce n'est pas nécessaire de faire le mariage. Donc, le socle ici, c'est la confiance. Exact. Séverin du Togo, du Bénin, voilà. Bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Bon, c'est le message là qui
m'a beaucoup touché. Et par rapport à ça, je voudrais me prononcer un peu. Allez-y. Le message porte sur la communication dans le couple, où on ne se comprend pas dans le couple, et puis compte tenu de certains comportements de la femme, l'homme est obligé de faire dos à la femme. De faire dos à la femme, c'est ça? Donc, oui. Donc, je voudrais savoir, en ces temps-là, est-ce que si l'homme fait dos à la femme en la répudiant, est-ce que l'homme est dans une erreur? D'accord. C'est bien compris, Séverin. Gardez l'écoute, restez avec nous, on vous répond tout à l'heure. Voilà, alors nous parlions de fiançailles, c'est cela? Oui. Et la question était de savoir comment communiquer pendant les fiançailles. Je rappelle la question, juste le temps de répondre à Séverin, et puis on revient sur la question. Okay. Séverin, donc, nous exposait son problème dans le foyer. Qu'est-ce qu'il dit concrètement? Concrètement, il a une crise de communication avec sa femme, et sa manière de manifester son mécontentement, j'emploie ces mots, son expression, il donne dos à sa femme. Donc, c'est une façon pour lui de la réprimer ou de la réprimander, lui dire qu'il n'est pas content de son comportement. Est-ce la bonne manière? C'est là sa question. Je ne pense pas que ce soit la bonne manière. Nous avons dit ici qu'il faut avoir assez de courage pour dire à son conjoint ce qui ne nous a pas plu. Pas de façon méprisante, mais avec amour. Vous lui dites ce qui ne vous a pas plu. Parce que quelquefois, on peut offenser quelqu'un sans s'en rendre compte. Okay? Donc, il est bon que la personne qui nous a offensés sache qu'elle a fait ceci, elle a fait cela, et cela n'a pas plu à son fiancé ou à son mari. C'est en ce moment qu'on peut régler le problème. Donc, c'est du devoir de celui qui est offensé aussi de dire qu'est-ce qu'il a offensé. Ensuite, il faut pardonner. Nous avons parlé largement de cela. Il faut pardonner. Mais quand on reste dans le contexte décrit par notre ami, c'est-à-dire on rejette, on donne dos, on ne s'exprime pas, eh bien, on n'est pas en train de chercher la solution. On creuse même, j'allais dire, la plaie encore, exact. le problème. Exact. Alors, nous avons un appel de la Côte d'Ivoire et c'est Niaoré. Bonjour Niaoré. Bonsoir monsieur. Oui, nous vous écoutons Niaoré. Oui, la question est le débat est assez intéressant. Merci. Sur la communication dans les foyers, parce que beaucoup de foyers aujourd'hui connaissent des difficultés à cause de la mauvaise communication. Et malheureusement, dans beaucoup de foyers chrétiens, pourtant c'est nous qui connaissons mieux la Bible, mais c'est nous qui communiquons très mal. Alors, moi, c'est d'abord la première question que je voulais demander au pasteur. Pourquoi c'est dans nos foyers chrétiens que la communication est très très mauvaise? Deuxièmement, je voulais juste donner mon point de vue sur ça. Quand Dieu créait l'homme, il a dit à l'homme d'assujettir, de dominer tous les autres êtres, les herbes, les animaux et tout ça. Mais à la femme, c'était autre chose. Il a dit, c'est vous qui devez assujettir. Mais pour dominer, il faut communiquer. Or, c'était Adam et Ève. Et donc, ils ont réussi à communiquer, à dominer toute la nature. Et donc, c'est quand même un élément important. Et pour pouvoir réussir, c'est d'abord la prière. Le premier élément, c'est la prière. Le deuxième élément, c'est soi-même. Il faut se remettre en cause. Parce que si on veut toujours accuser l'autre, ça ne marchera jamais. Voilà. Même quand on a raison, quand on a tort, il faut toujours se remettre en cause pour mettre l'autre à l'aise. Et à partir de ce moment, on peut améliorer sa communication dans le foyer. Mais je souhaiterais que le pasteur me réponde quand même pourquoi c'est dans les foyers chrétiens que la communication est mauvaise. D'accord. Voilà. Merci, monsieur Niaoré. C'est toujours un plaisir d'avoir Niaoré en ligne quand on a Niaoré sur le plateau. Merci. Alors, la question de monsieur Niaoré, pourquoi c'est malheureusement dans nos églises que nous avons des couples qui sont en crise de communication? Je suis content avec l'intervention de notre ami Niaoré parce qu'il pose le problème et à la fois il donne la solution. Okay? Il pose le problème, il dit pourquoi c'est dans l'église. Dans l'église. Il dit malheureusement. Voilà, malheureusement dans l'église, mais dans sa quête de solution, il parle de prière.
Il parle d'une vie rangée, une vie chrétienne exemplaire. Il faut se supporter. Nous avons parlé de cela sur le plateau ici, qu'il faut se supporter réciproquement. C'est vrai que nous sommes des êtres humains, nous sommes chrétiens, nous sommes des êtres humains. Ce qui fait la différence, c'est notre communion avec le Seigneur. C'est la parole de Dieu que nous avons comme guide, comme principe. Chaque fois que nous nous éloignons de la parole de Dieu, eh bien, nous allons être comme les autres. Parce que nous sommes humains comme tous les autres. Quelqu'un disait un jour que si nous nous comportons comme les gens qui désobéissent à Dieu et qui ont sur leur vie la colère, le jugement de Dieu, eh bien, ça ne peut pas être autrement. C'est parce qu'on est baptisé que ces choses-là ne peuvent pas nous arriver. Donc, c'est à nous de copier, sinon de pratiquer la parole de Dieu pour être tranquille, pour être heureux. Donc, quand il y a un problème dans le couple, il faut s'asseoir, il faut exprimer ce que nous n'acceptons pas, et à la fois, il faut pardonner, il faut avoir confiance à son conjoint, et puis on pourra retrouver la vie normale. Pasteur Maréchal, j'aimerais bien entendu vous entendre sur la question, votre avis. Pourquoi aujourd'hui, malheureusement, nous constatons dans les couples chrétiens une crise de communication pendant que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde et c'est nous qui devons naturellement servir d'exemple, de modèle. Malheureusement, le constat sur le terrain est tout autre chose. Crise de communication dans les foyers, dans les couples chrétiens. Votre avis sur la question, pasteur? Oui, alors là, chez les chrétiens aussi, je crois qu'il y a des privilèges. Il y a des privilèges déjà d'être né de Dieu, d'être né de Jésus-Christ, d'avoir dans nos demeures le culte familial avec non seulement l'homme et la femme, mais aussi avec les enfants. Et puis, il y a une connaissance de la parole de Dieu et il faut voir aussi tout ce qui peut bloquer aussi la communication. Et c'est là aussi, je crois, la question de confiance. Je voudrais revenir simplement que lorsque deux êtres se fréquentent, il faut absolument tout se dire avant de se fiancer pour que les choses soient claires, soient précises et qu'on bâtisse vraiment dans la confiance. Et à partir de là, on ne reparle plus jamais du passé. Et parce qu'il arrivera toujours, en général, un on-dit. Il y aura toujours une semi-vérité qui viendra contrecarrer. Et quand il n'y a plus de communication, c'est toujours à partir de quelque chose. Et c'est là qu'il nous faut réfléchir, il nous faut vraiment, comment dirais-je, rentrer en soi-même. Voyez-vous, on parlait de l'apôtre Pierre tout à l'heure. Eh bien, ce qui a sauvé l'apôtre Pierre, c'est non seulement le regard de Jésus en premier, puis quand il a commencé à réfléchir, il a pleuré. Il y a des hommes et des femmes qui pleurent en solitude, et aussi, il nous faut réfléchir entre le couple, avec les enfants, et des fois, il nous faut savoir pleurer devant nos enfants, pleurer devant l'épouse ou l'époux, et puis je crois que Dieu est capable et tout puissant pour nous aider à en sortir. D'accord. Pasteur Maréchal, merci. Restez toujours avec nous. Le temps pour nous d'aller en Afrique centrale, précisément à Kinshasa. C'est la capitale de la RDC, pour avoir Sandrine. Sandrine, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons, Sandrine. Oui, ma question est celle-ci. Vous avez parlé de la communication. C'est très bien de communiquer dans un couple. Mais dans le cas où la communication, le téléphone fait un problème de discussion avec son partenaire. Et à part ça aussi, comment bâtir une bonne relation dans un couple? Alors, je résume. Question du téléphone qui vient brouiller la communication. Et puis, la deuxième préoccupation, comment bâtir une relation solide dans un couple. C'est bien cela? Oui. D'accord. Merci. Restez avec nous. Docteur Boignon, mais j'aimerais d'abord m'adresser à maman Niaouré, qui est très souvent dans les couples, justement, parce qu'elle est conseillère conjugale. Le téléphone, la question revient. Comment l'éviter pour éviter, justement, des crises de communication dans le foyer? Le téléphone... l'addiction au téléphone, j'allais dire. Oui, l'addiction au téléphone. Le téléphone, c'est un bon outil. Malheureusement, l'addiction crée un problème dans la communication.
avec le conjoint. Et je pense qu'il faut exprimer clairement cette préoccupation-là. Il ne faut pas se la cacher. Il faut exprimer le besoin de pouvoir mettre le téléphone de côté de temps à autre pour pouvoir communiquer, pour pouvoir établir la relation avec son conjoint. Mais comme on disait tout à l'heure, les remarques que nous faisons, nous ne devons pas les faire de manière agressive, de manière blessante. Il faut que le conjoint sente que le téléphone doit concourir à notre bien, à tous les deux. Parce que quand on a un téléphone, on peut avoir son conjoint partout où il se trouve. Donc, c'est un bien pour le couple. Mais quand il crée cette séparation, au moment où on doit communiquer, si l'autre est au téléphone, je pense que c'est une manière de se cacher. Et il faut exprimer cela. Voilà. Comment bâtir donc un couple solide? C'est la question qu'elle a posée également. Cela me permet de revenir sur la question à laquelle nous étions en train de répondre. Et puis malheureusement, le téléphone est venu nous dérouter, entre guillemets. Sur quoi devrait donc se baser la communication pendant les fiançailles? Je pense que ça répond bien entendu à comment consolider son foyer. Comment communiquer pendant les fiançailles? Sur quoi devait se baser la communication? Nous l'avons déjà dit, mais ici, il faut encore le souligner. Nous avons dit qu'il faut communiquer de façon constructive. Donc, il ne faut pas débattre ou bien utiliser les sujets qui peuvent être source de désagréments entre les conjoints. Donc, il faut... Nous parlons des fiançailles. Que ce soit les fiancés ou bien Est-ce qu'il y a des éléments importants sur lesquels on devait s'attarder dans la communication pendant les fiançailles? Par exemple, connaître la personnalité de son conjoint, de sa conjointe, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Est-ce que ce sont des éléments importants? Oui, ce sont des éléments importants. Il faut voir si son conjoint ou bien sa conjointe est mature pour pouvoir se marier. Parce qu'il y a des gens qui sont encore enfants dans leur personnalité là-bas et qui veulent se marier. Donc, ça, c'est un aspect qu'il faut vérifier. Il faut aussi vérifier, est-ce que je suis prêt à vivre... On prend tout à l'heure M. Moïse du Gabon. Restez en ligne, M. Moïse. Avec cette personne-là toute ma vie. Quels sont ces comportements qui ne me plaisent pas? Est-ce que ces comportements-là, je peux les supporter? Voilà. Il faut aussi voir les valeurs éthiques et éducatives de cette personne-là. Est-ce que cette personne-là, par exemple, a une relation personnelle avec Dieu? Est-ce qu'elle connaît le Seigneur comme moi je le connais? Parce qu'il ne faut pas se mettre sous un joug étranger, comme on l'a dit une fois sur ce plateau. Voilà, tu es un enfant de Dieu. Avant de t'engager, tu dois t'assurer que ton fiancé ou bien ta fiancée connaît aussi le Seigneur comme toi. D'accord. L'Afrique centrale nous sollicite énormément ce soir. C'est un plaisir. Moïse du Gabon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Soyez bénis et nous vous écoutons. Oui, j'appelle au sujet de la communication. Allez-y. Alors que nous sommes avec ma compagne. Je ne vous entends pas vraiment, frère Moïse. Votre voix est beaucoup robotisée. On va certainement vous reprendre. Essayez de nous rappeler pour qu'on puisse cerner véritablement l'essentiel de votre communication. Votre voix est vraiment robotisée et c'est difficile de vous comprendre. Donc, à tout à l'heure. Revenez tout à l'heure. Alors, docteur, est-il impératif pour un couple de fréquenter la même église pour avoir une communication, entre guillemets, commune dans le foyer? Pas forcément. Ce n'est pas forcément le fait d'être de la même église qui nous donne un foyer exemplaire. Moi, je pense que le socle, c'est la conversion. C'est l'appartenance au Seigneur. C'est la pratique, la bonne pratique de la parole de Dieu. Donc, on peut être de communautés différentes, mais il faut... Est-ce qu'il n'y aurait pas une question d'idéologie, d'enseignement qui pourrait créer peut-être une crise dans la communication quand on n'a pas le même enseignement biblique? Est-ce que ça ne pourrait pas réagir? Si cela pourrait réagir, mais notre appartenance à Christ ne se limite pas à une communauté. Nous avons la même Bible, mais il est possible que dans une communauté donnée,
les enseignements ne soient pas fondés sur la parole de Dieu. Je prends un exemple, docteur. Oui. Dans certaines communautés, il est demandé à la femme de s'attacher la tête, pendant que dans d'autres, pas. Alors, quand l'homme est dans une communauté qui n'est pas celle de la femme, où on demande forcément que la tête soit voilée, est-ce que ça ne peut pas causer des problèmes? Ça dépend de l'approche que l'on fait. Hein. Ça dépend de l'approche que l'on fait. Il faut bien interpréter l'apôtre Paul qui parle de ces choses liées à la culture. Mais, le pantalon également, dans certaines communautés, c'est interdit sur la femme? Oui, mais écoutez, nous sommes dans un monde, disons, globalisé. Hein. Il y a eu des exemples comme ça, mais des exemples qui n'ont pas tenu. Par exemple, en Afrique, nous avons notre type d'habillement. OK? Et en Europe, il y a un type d'habillement. Et que ce que nous faisons, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, c'est de s'habiller de façon décente. OK? C'est de s'habiller de façon décente. Bon, mais, quelle que soit la culture, si nous craignons Dieu et que nous nous habillons de façon décente, cela ne devait pas empêcher qu'on se marie à quelqu'un qui n'est pas de la même culture que nous ou qui n'est pas de la même communauté que nous. Voilà. Donc, c'est notre appartenance au Seigneur et la pratique de notre vie chrétienne. Ce sont ces choses qui doivent définir vraiment notre relation. D'accord. J'allais poser la même question à Maman Niaoré, mais nous avons Joshua du Bénin. On va d'abord s'occuper de lui. Joshua, vous nous appelez du Bénin. Bonsoir. Bonsoir, Joshua. Ah, il est parti. Alors, Maman Niaoré. Je voudrais dire quelque chose de différent. Est-ce que vous avez déjà rencontré dans votre ministère de conseillère conjugale des couples qui n'ont pas la même appartenance confessionnelle et qui vivent dans une parfaite communication? Bon, j'ai rencontré beaucoup de couples qui allaient dans des communautés différentes et c'était des chrétiens authentiques. Mais je n'ai jamais apprécié cela personnellement. Parce que je me dis que la parole de Dieu dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Moïse, quand il partait, il demandait la permission à Pharaon de sortir d'Égypte. Et Pharaon a dit, les enfants n'ont qu'à rester, les femmes n'ont qu'à rester. Et Moïse a dit, non, nos enfants, nos femmes iront aussi adorer le Seigneur avec nous. Donc je veux dire que c'est vrai que nous sommes, les deux conjoints sont au Seigneur. Mais pourquoi ne pas adorer le Seigneur dans un même lieu? Ce serait profitable pour la famille. Ça permet aux enfants de ne pas être éparpillés et de pouvoir être ensemble avec les parents dans un même lieu pour servir le Seigneur. Ça permet aussi de recevoir le même enseignement, d'être au même niveau d'information dans la pratique de la parole de Dieu. Ça permet aussi de s'aider mutuellement parce qu'on sait à quel niveau chacun de nous se trouve. Mais si quelqu'un est de l'autre côté, vous aussi d'un autre côté, par exemple, de l'autre côté, ils ont semaine spirituelle, ils ont 3-4 jours de jeûne. Vous n'êtes pas là-bas chez vous ici, c'est le temps de la moisson où on doit faire les reconnaissances. Ça va faire vraiment des choses. Vraiment un déséquilibre. Je crois qu'il faut une précision. Donc, on va prendre l'avis du docteur Maréchal rapidement. Pasteur Maréchal, votre avis sur la question, dans le foyer, monsieur, madame, devrait-il appartenir à la même église, avoir le même enseignement pour une communication parfaite? Bien, écoutez, en écoutant ces différents échanges, je partage les différents points. Maintenant, tout cela doit être préparé dans la prière et puis aussi dans la construction du foyer. Parce que ces échanges, lorsque l'on va avoir des enfants, obligatoirement, par qui vont-ils être influencés? Par le papa, par la maman. Et donc, c'est quelque chose, un relais qui va se retransmettre. Donc, si c'est des problèmes doctrinaux, ça, il y a toujours moyen d'approfondir la parole de Dieu, mais je partage tout ce qui vient d'être dit là. Pardon, docteur Boignon. Alors, ce que je voulais dire, c'est l'approche que nous avons par rapport à la question. Moi, j'ai compris, est-ce qu'on peut être de communautés différentes et se marier? Cela est différent d'être marié
et d'être de communautés différentes. Mais je pense que j'ai été précis dans la question. Ah, ok, mais vous avez différentes réponses ici sur le plateau. Ah, oui, d'accord, on y va. Vous avez différentes réponses ici sur le plateau. La question était de savoir, est-ce que dans le couple, on peut fréquenter différentes églises dans le couple? Oui, ok. Si la chose se présente comme cela, il est toujours avantageux d'être marié et de fréquenter la même communauté. Il est déconseillé, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, quel que soit notre degré de spiritualité, que le mari soit d'une communauté évangélique donnée et que la femme soit d'une autre communauté. Les enfants, les hommes, même, les deux seront partagés, les enfants seront partagés. Donc, il est mieux, il est recommandé d'ailleurs, que si on est marié, de fréquenter la même communauté. Quelquefois, il y a des questions qui grincent les dents. Quelquefois, la femme, elle est responsable d'une communauté. Ok, elle est responsable d'une communauté et le mari est dans une autre communauté. Ou le mari est ancien, il est diacre, il est responsable d'une autre communauté. Quelquefois, on n'en parle pas souvent, mais ce n'est pas encouragé. Ce n'est pas encouragé. Voilà. D'accord. Nous avons un appel. Joshua, je pense qu'il est de retour. Il nous appelle du Bénin. Joshua, bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y. Oui, ma préoccupation, c'est la suivante. Oui. Si la communication n'est pas déjà établie avant le mariage, est-ce que ça a des répercussions sur le mariage demain dans le foyer? D'accord. C'est là votre question. Et ma seconde question, c'est est-ce que le fait que ma conjointe et moi, nous sommes dans la même communauté, est-ce que ça avantagerait la communication? Bon, D'accord, c'est bien compris. Alors, il a deux préoccupations. Malheureusement, la première m'échappe. C'est donc la seconde que j'ai en tête. Nous avons déjà abordé la question, le fait de vivre, de fréquenter la même église. Est-ce que ça a un avantage? Je pense que nous avons déjà répondu à la question. Et la première, voilà, la communication avant de vivre ensemble, est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est déterminant pour la suite de la communication dans le couple, dans le foyer? Oui. C'est-à-dire que la communication avant le mariage. Oui. Nous parlions tout à l'heure de la communication pendant les fiançailles. Oui. Alors donc c'est la question, est-ce que c'est bénéfique? Quelles répercussions demain dans la communication dans le foyer, sur le foyer? Tout à l'heure, on était en train de dire que dans la communication pendant les fiançailles doivent porter sur des choses essentielles, comme la personnalité du conjoint. Il faut connaître la personne. Sa manière de penser, vous plaît-elle? Sa manière de s'exprimer, vous plaît-elle? Quels sont ses côtés qui ne vous plaisent pas et que vous pensez que vous pouvez supporter? L'autre aspect, ce sont ses valeurs. Est-ce qu'il connaît Dieu? Et il faut connaître toutes ces choses-là. Sa culture, dans leur culture, est-ce que vous comprenez leur culture? Est-ce que vous pouvez supporter cette culture-là? Par exemple, il y a certaines personnes qui n'admettent pas que beaucoup d'étrangers viennent dans leur maison. Alors que dans d'autres cultures, c'est une bénédiction de pouvoir recevoir beaucoup de personnes, la belle famille dans la maison. Mais si vous n'avez pas appris ça et que vous mariez quelqu'un qui a cette culture-là, vous allez avoir des problèmes. Donc, il faut connaître ces choses-là avant de pouvoir se marier. C'est très important, la communication du départ, parce que c'est ça qui pose les bases de la communication future. D'accord. Voilà. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que le temps du téléphone est terminé. On va donc se retrouver sur un autre plateau très prochainement. Je vais vous communiquer la date tout à l'heure pour encore appeler la communication. Il le disait, quand elle coince avant le mariage, est-ce que ça peut avoir des répercussions pendant le mariage? Bien sûr, c'est pour cela qu'il faut faire l'effort de communiquer. Parce que vous allez rester ensemble et vous êtes obligés de partager, de communiquer. Alors, si déjà pendant les fiançailles, vous n'arrivez pas à communiquer, à échanger, à vous sentir à l'aise en présence de votre fiancé, eh bien, quand vous allez vous marier, comment est-ce que vous allez vivre? Donc, nous voulons encourager, bien sûr, ce plateau, que si des jeunes sont fiancés, il faut qu'ils se donnent le temps de communiquer, d'échanger et de développer le sentiment de véritable amitié pour pouvoir se connaître. Pour pouvoir se connaître et développer davantage la relation de confiance, de confidentialité
entre les deux. Et en ce moment, on peut croire que si nous nous marions, eh bien, nous pourrons ensemble surmonter les obstacles qui se présenteront. La communication, généralement, tu as quelque chose à dire, Félicia, vas-y. Ah oui, je voulais profiter en tout cas de cette lucarne pour dire merci à tous nos amis internautes qui nous ont suivis depuis le début de cette émission. Des personnes qui nous ont écrit depuis l'Angleterre, l'Italie. Ah là, tu signes déjà l'émission, hein. Tu vas attendre juste un peu. Je pensais que tu avais quelque chose d'autre à dire. Alors, rapidement, docteur Boignon, vous parlez donc tout à l'heure de la confiance, justement. La confiance, la communication, source de confiance dans le couple. Communication, source de confiance dans le couple, bien entendu. Maman Niaouré, communication, source de confiance dans le couple? Oui, une communication qui nous aide à pouvoir nous exprimer librement, sans faux fuyant, à nous faire connaître, à nous dévoiler tels que nous sommes et accepter l'autre tel qu'il est aussi à son tour, avec ses faiblesses et aussi ses qualités. C'est la communication qui valorise l'autre, qui aide à grandir ensemble. Et cette communication-là, elle est une bénédiction pour le couple. C'est bien entendu. Communication, source de confiance dans le couple. Le mot est donné. 10 janvier, nous nous retrouvons pour un autre plateau autour du thème « La confiance dans le couple ». Cela nous donne l'occasion d'avoir Félicia, rapidement. Tu donnais les remerciements. Exactement, je continue parce que je pense que je m'étais précipitée pour remercier les très chers internautes qui nous suivaient. Et je veux passer le bonjour, sinon le shalom, voilà, à notre très cher super fan, Monsieur Benji de Mougins, et donc qui nous suit. Je veux simplement passer le shalom à Benji de Mougins. Voilà. Nous nous retrouvons donc le 10 janvier à cause des fêtes. Le rendez-vous normal, c'est, je crois, le 3 janvier, mais pour des questions de fête, on se retrouvera donc le 10 janvier 2021. Pasteur Maréchal Michel, en tout cas, merci d'avoir été des nôtres. Votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, je souhaite que chaque téléspectateur, s'il peut le faire comme moi, avec mon épouse, pendant notre repas, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, et nous parlons ensemble des choses de famille et on se fait un bien immense. Alors que chaque téléspectateur puisse aussi couper son téléphone, couper sa télévision, sa radio et parler ensemble et Dieu les bénira. Amen. Merci, Pasteur Maréchal. Donc, amis téléspectateurs, le conseil est là, hein. Pas de téléphone, pas de télévision, pas de radio. Et puis, je pense que l'intimité sera parfaite. Maman Niaouré, dernier tour de table, votre mot de fin? Je voudrais dire que Dieu a fait un grand effort, un effort ultime pour communiquer avec nous, en se faisant homme en la personne de Jésus, pour bien nous comprendre. Et je voudrais encourager ici tous les couples qui nous suivent à pouvoir s'abaisser aussi, à pouvoir s'humilier. Parce que dans la communication, chacun doit pouvoir s'humilier pour que la communication vous fasse grandir ensemble. Donc, j'encourage ici chaque couple, chaque personne dans le couple à pouvoir faire son effort pour que la communication grandisse. Parce que la communication, elle impacte l'atmosphère du foyer. La communication impacte le développement de chaque individu dans le foyer, que ce soit nous, les adultes, comme les enfants. Et donc, la communication est très importante et que chacun doit travailler à avoir une bonne communication avec son conjoint et sa conjointe. Nous encourageons tout le monde à cela. C'est bien compris. Docteur Niaouré, votre mot de fin? Ça fait 2 fois que tu m'appelles Niaouré. Ah, ben dis donc, Docteur Boignon. OK. Alors, nous avons été heureux d'être sur ce plateau, de parler d'un sujet délicat comme celui de la communication. Personne n'est à l'abri des difficultés suscitées par le manque de communication. Je crois qu'en parlant de ce sujet, notre objectif, ce n'est pas pour définir juste la communication ou de parler des techniques de communication, mais l'effort commun que nous faisons, c'est d'essayer d'apporter notre appui, l'aide par rapport aux foyers en difficulté, même les foyers qui se portent bien, pour dire que le problème de communication est un problème réel. Et il ne faut pas que le problème de communication vienne briser le rêve
de l'amour, de bien-être, de l'épanouissement, de l'espace que Dieu nous donne pour vivre notre vie de couple. Ceci étant, nous voulons encourager tous ceux qui ont des problèmes de communication de faire l'effort parce que Dieu veut les voir épanouis, Dieu veut les voir heureux. Et s'il y a un problème de communication, eh bien, de se donner le temps pour échanger. Et cela par amour. Il faut donc pardonner. S'il y a un conjoint qui a frustré l'autre, il faut pardonner parce que cela est lié à votre joie, à votre paix et au service de Dieu. Vous ne pouvez pas vous dire que vous servez le Seigneur, vous ne pouvez pas vous dire que vous allez à l'église avec joie et à la maison, vous ne vous attendez pas. C'est vrai que le foyer est le milieu que Dieu nous a donné pour être épanoui. Nous devons tous faire l'effort pour que le lieu que Dieu nous donne soit un lieu de réjouissance. Donc, prions, humilions-nous, pardonnons-nous et comprenons que le problème de communication peut être réglé si nous y mettons la bonne volonté. Merci à tous les deux, Maman Niaoré, docteur Boignon, j'y suis, voilà. Et puis, pasteur Maréchal Michel. Félicien, on va dire au revoir à nos consultants et aussi à nos amis téléspectateurs, tout en vous rappelant que nous nous retrouverons, je vous le rappelle, le 10 janvier et non le 3 janvier pour un autre thème autour donc de la famille et des couples. Et le thème sera la confiance dans le foyer. Il faut donc être encore une fois connecté pour avoir plus d'informations et surtout d'enseignements pour, bien entendu, mener à bien votre couple. Merci encore une fois d'avoir été nombreux à suivre cette émission depuis chez vous à la maison, en voiture, au bureau, un peu partout sur la toile. Merci de vos différentes réactions. Nous nous retrouvons le 10 janvier, je rappelle, pour des raisons de fête. Nous nous retrouvons donc le 10 janvier autour du thème « La confiance dans le couple ». Merci à toute l'équipe qui a contribué pour la réussite de cette émission. Je vais parler de la réalisation, de la mise en onde, des cadreurs, en fait tout le monde. Merci infiniment. Et chaque dimanche, l'équipe est mobilisée, travaille de façon très harmonieuse pour servir le Seigneur. Merci à vous, amis téléspectateurs. On se retrouve le 10 janvier. Restez bénis. Que le Seigneur vous assiste dans vos différentes entreprises. Bonsoir, bonsoir et bonsoir.